Soyez bienvenus, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, une actualité encore chargée. Nous allons parler notamment de la Tunisie, ou peut-être plutôt des Tunisies, deux pays face à face, une crise institutionnelle après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Nous parlerons de l'Europe. L'heure est à l'économie et à l'austérité. Pour la première fois de son histoire, le budget de l'Union européenne sera à la baisse pour les prochaines années. Nous évoquerons le mariage pour tous, mariage universel ou encore mariage gay, puisque le texte a été adopté tant en Grande-Bretagne qu'en France. Enfin, dans notre C'était il y a, nous nous souviendrons qu'il y a 250 ans, au terme d'une guerre de 7 ans, Londres et Paris signaient la paix. On l'a tous oublié, mais c'est entre autres raisons pour cela qu'aujourd'hui, on parle anglais au Canada. Pour commenter cette actualité, nous recevons à la table de Kiosque aujourd'hui Ziad Limam, éditorialiste, directeur du mensuel Afrique Magazine. Merci d'être des nôtres. Nous accueillons Alberto Toscano, qui travaille depuis Paris pour l'agence italienne AGA. Alexia Kefalas, correspondant de Ikaterimini, le quotidien grec. Jean Quatremer, spécialiste de l'Europe, qui travaille à Bruxelles pour le quotidien français Libération. Nous accueillons Philippe Torle de RFI Radio France Internationale, rédacteur en chef adjoint de la rédaction anglophone, donc de RFI, ainsi que Michel Arsenault, qui travaille depuis la France pour l'actualité, le bimensuel du Québec et du Canada anglophone. L'édito de Julien Brune, c'était il y a tout juste 2 ans, et l'histoire était simple. La Tunisie, la première chasser son dictateur, dégage, disait-elle à Ben Ali, pour mettre en place la démocratie. C'était la révolution de Jasmin. Un scénario qui semblait simple, mais entre-temps, le parti islamiste a lui gagné les élections, et avant-hier, c'est un opposant de gauche, Chokri Belaïd, qui a été assassiné. La confusion est totale puisque le Premier ministre voudrait mettre en place un gouvernement technique. Pas question, répond le parti islamiste, Ennahda, qui refuse cette solution. Édito, Julien Brune. Donc le printemps arabe, cette révolution joyeuse mais ambiguë d'il y a 2 ans, tangue aujourd'hui dangereusement. On dira sans doute qu'il faut faire preuve de patience historique, que, par exemple en France, pour passer de la révolution de 1789 à une démocratie à peu près pacifiée, il aura fallu 1 siècle de troubles politiques. Mais comparaison n'est malheureusement pas raison. La Révolution française s'inscrivait dans un lent mouvement séculaire de déchristianisation sur tout le continent européen, tandis que le printemps arabe, lui, a fleuri alors même que les sociétés musulmanes sont travaillées, au contraire, par un mouvement de fond général et surtout populaire de ré-islamisation. Plus d'1 an après les premières élections libres pour la constituante, où il y eut 50% d'abstention, il n'y a toujours pas en Tunisie de compromis constitutionnel raisonnable de la part des islamistes entre le religieux et le non-religieux. L'État est enfermé, pour leur plus grand profit, dans une impasse institutionnelle. L'intimidation islamiste se fait de plus en plus violente comme méthode de dialogue ou peut-être de gouvernement informel, et voici sa conséquence en quelque sorte logique, l'assassinat politique. La milice islamiste d'intimidation s'est autoproclamée sur le modèle iranien Ligue de défense. Défense de quoi? De la révolution. Morbide ironie, ou plus sérieusement, hélas, tragique et profonde ambiguïté. Chokri Belaïd, militant laïque, mais avocat autrefois de militants y compris islamistes au nom de la liberté de tous et acteur fervent de cette révolution, vient de payer le prix de cette ambiguïté révolutionnaire. Le prix fort, la mort. Voilà pour cet assassinat et ses conséquences institutionnelles, un chaos, une confusion sur l'avenir institutionnel et politique de ce pays. Et puis l'avenue Bourguiba, donc à Tunis, qui accueille toutes les manifestations. Par exemple, hier, des milliers de personnes islamistes se sont réunies ici pour conspuer, notamment, vous voyez, la France, supposée entretenir un soutien à cette opposition qualifiée de démocratique. Et donc, la France a été conspuée, cri de dégage. Alors, beaucoup de choses dans cette revue de presse que l'on peut faire après cet assassinat. Par exemple, Libération, titre Tunisie, la révolution trahie. Après cet assassinat. Au Canada, le Canada anglophone, Globe and Mail, l'assassinat de la révolution tunisienne. Il Manifesto, nous sommes en Italie, le sang coule en Tunisie.
Je poursuis avec Ikaterimini, donc en Grèce, la Tunisie en ébullition après cet assassinat politique. El Watan, nous partons en Algérie pour Ennahda, donc la formation islamiste prise à son propre piège. Le Temps en Tunisie, pardon, un tournant grave avec ici l'assassinat donc de cet opposant. Que se passe-t-il exactement, Ziad Imam? Je pourrais vous lancer avec cette autre une du quotidien Le Monde. La Tunisie redoute le chaos au sommet de l'État. Est-ce que c'est ce que risque réellement la Tunisie post-révolution? C'est ce qu'on risque, oui, tout à fait. On est dans une situation où, d'abord, il y a eu un assassinat politique, ce qui est extrêmement grave. On l'a dit plusieurs fois sur plusieurs plateaux de télévision, c'est pas arrivé depuis la mort d'un syndicaliste en plein combat anticolonialiste de Farhat Hached, qui avait été tué probablement par des des colons français ou quelque chose dans le genre. Il y a eu un mort à Tataouine il y a quelques semaines suite à une manifestation qui avait mal tourné d'un leader d'un parti d'opposition. Donc quand même c'est un événement extrêmement grave et ça marque souvent dans ce genre de processus une rupture, c'est-à-dire qu'on va dans un inconnu qu'on ne maîtrise plus parce que d'une certaine manière on a toléré pendant un an et demi une espèce de violence endémique qui s'est installée dans le pays, que ça soit l'intimidation d'hommes politiques, que ça soit des meetings qui pouvaient pas se tenir, que ça soit des bastonnages, que ça soit ceci ou cela. Quel que soit le rôle, encore une fois, des ligues ou de je ne sais qui ou de je ne sais qui, c'est juste que le climat s'est installé et qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prendre un flingue et aller buter X ou Y selon ses intérêts du moment. Il y a eu encore un incident, je crois, hier à Kairouan, sur un parti d'opposition. Donc on est dans ce climat-là. La une du Monde et ce que dit la presse française, je sais que ça énerve beaucoup en Tunisie en ce moment, que ça soit les islamistes ou que ça soit les gens sur les réseaux sociaux. C'est comme si la France était anti-islamiste. Non, je pense que l'image que les médias d'ici transmettent est énervante, mais elle est vraie. Il y a un problème au sommet de l'État. Il n'y a plus de gouvernement, de facto, puisqu'il y a un Premier ministre qui est en rupture avec son propre parti. Il n'y a pas de constitution et on ne voit pas quand est-ce qu'elle va arriver. Il n'y a pas d'élection, on ne voit pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Il n'y a pas de loi électorale, il n'y a pas de circonscription, donc tout ça va prendre un certain nombre de temps. Il y a la violence, on en a parlé. L'appareil sécuritaire on se demande à qui il est contrôlé par qui, et comment il fonctionne. Et une situation économique dont on parle peu, qui est désastreuse. C'est-à-dire que le chômage... Avec le tourisme, notamment, ne fonctionne pas. On se focalise beaucoup sur le tourisme en Tunisie. C'est vrai que c'est un secteur important, mais l'industrie manufacturière, les services, le petit commerce, tout ça est en train de dégringoler à une vitesse grand V. Donc, il y a un risque d'effondrement qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que les Tunisiens sont conscients maintenant, par la mort de Chokri Belaïd, que leur pays n'était pas une exception, que tout ça pouvait basculer dans quelque chose d'extrêmement dramatique, comme d'autres pays ont basculé dans l'histoire, et que c'est à eux maintenant de trouver des ressources en eux pour trouver un compromis opérationnel, au moins pour arriver aux élections et à une constitution qui permettrait d'éclaircir le débat politique. Alors, autre réaction, Ikaterimini, par exemple, donc la Grèce, Alexia, la Tunisie en ébullition après un assassinat politique, donc très suivi également l'évolution de la Tunisie et pour cause, compte tenu d'une forme de proximité avec la Grèce. Oui, d'une part, et puis effectivement, nous on en parle par rapport au tourisme aussi, parce qu'effectivement, la Grèce avait plus ou moins bénéficié de l'effet des révolutions arabes, notamment l'année dernière, avec malgré la mauvaise image qu'il y avait eu dans des images d'affrontements dans Athènes, il y avait quand même eu un tourisme assez satisfaisant qui était en hausse. Et donc maintenant, on s'interroge. Par contre, effectivement, ce côté, on parle d'ébullition en Tunisie parce que le côté crise politique les concerne aussi. Il y a quand même une instabilité politique en Grèce, même si en apparence ça a tendance à se tenir. Donc il y a un effet miroir qui est très très commenté. Et forcément, il y a aussi des Grecs qui sont en Tunisie. Il y a aussi un tourisme qui existe. Donc ça préoccupe énormément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si la situation politique ne s'arrange pas, ce qui est dit dans cet éditorial de Kassim Amiani, justement, c'est que on s'attend à un chaos des plus totales et que là, en fait, on n'est qu'au début d'une nouvelle dégringolade de la situation politique en Tunisie. Jean Quatremer, on vous entendra dans un instant parler de l'Europe. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de réponse de l'Europe en tant que telle, institutionnellement, comme d'ailleurs sur les grands sujets internationaux. L'Europe, où elle est muette, où elle est divisée. À partir du moment où on quitte son étranger proche, c'est-à-dire l'Europe de l'Est, effectivement, il n'y a pas de réponse, unifiée aux crises de la Méditerranée ou en Afrique. Le Mali, c'est tout à fait typique. La France y est allée seule, et puis péniblement, il a fallu 2-3 semaines pour que tout le monde approuve, mais on n'envoie pas encore de troupes au Mali. Il n'est pas question, parce que l'Allemagne ne veut toujours pas prendre ses responsabilités. Non, je veux dire qu'il n'y a pas de politique étrangère européenne parce qu'il n'y a pas de défense européenne. De toute façon, une politique étrangère
étrangère digne de ce nom n'existerait que s'il y avait une défense. Et même là-dessus, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a à part la France et la Grande-Bretagne, qui ont encore des armées en état de fonctionner et des capacités de projection, les autres pays européens ont depuis longtemps bâché et ont tiré ce qu'on appelle les bénéfices de l'effondrement du communisme, et ils ont remis leur défense aux Américains. Ils ne se préoccupent plus de ce qui se passe. Or, aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, nous concerne directement, parce que si ce sont des régimes islamistes qui se mettent en place, il n'est pas du tout exclu qu'on ait d'abord des mouvements des réfugiés qui viennent chez nous, et puis aussi des mouvements terroristes. C'est tout à fait possible. Et ça, donc, on devrait avoir une réponse unifiée, et on est incapable de la formuler. Oui, mais on sait, il y a quand même une réunion des ministères des Affaires étrangères autour du Mali, et il y a une situation, je parle du contrôle des Siad, qui est quand même aussi de guerre en Tunisie, et il n'y en a pas du tout. Pas du tout. C'est quand même, il y a une cacophonie qui est terrible. Effectivement, il n'y a pas de défense européenne. Il n'y a pas de défense européenne, surtout parce qu'en 1954, la France a empêché la naissance d'une défense européenne. De l'armée européenne. Donc, les Français, quand ils touchent ce sujet, devraient regarder un peu leur passé. Et quant au Mali, le Mali a été une initiative française. S'il y avait eu plus de consultations européennes, peut-être les choses, il y aurait eu plus. Ceci dit, je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a un cruel défaut de politique étrangère, d'initiative internationale de la part de l'Europe, et je pense que le bilan de Madame Ashton répondait. Qui ça? Voilà. Catherine Hu. Madame Ashton, je dis à nos téléspectateurs, est la super ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Un bilan catastrophique. Catastrophique. Bon, sur ce dossier tunisien, si je peux dire un mot sur la Tunisie, je pense au fascisme, Philippe. Au moment la naissance du fascisme en Italie, entre 1922 et 1924. 1924, l'assassinat du principal oppositeur socialiste, Matteotti, et c'est à partir de ce moment qu'il y a eu la vraie dictature. J'espère que l'expérience tunisienne ne ressemble pas à l'expérience de l'Italie, de la dictature fasciste. On regarde du côté de la Grande-Bretagne. Quelle réaction à Londres à la situation préoccupante de la Tunisie? Pour la Tunisie, une réflexion. C'est vrai que pour moi, Ennahda est dans cette situation épouvantable parce que beaucoup de gens ont voté pour cette partie. Ils sont pas nécessairement des islamistes. Parce que Ennahda, qu'est-ce que c'était avant? Les islamistes, c'était le contre-pouvoir contre Ben Ali. Donc on disait, mais c'est pas des gens politiques, c'est pas des gens qui vont nous emmener dans le mur, c'est pas des escrocs. On va voter pour eux parce qu'on veut un pays sain, on veut un pays qui marche. Finalement, ils ont été élus par beaucoup de gens qui ont dit, nous, on veut plus voter pour les partis politiques parce qu'on n'a plus confiance. Et le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Ennahda n'a pas vraiment fait le nécessaire pour lutter contre les salafistes, contre les gens qui divisent non pas seulement la Tunisie, mais maintenant le parti. Donc ils sont dans une situation extrêmement difficile. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur l'intervention européenne, il faut pas oublier aussi que c'est un mandat individuel. Et chaque pays qui doit envoyer des troupes, et je parle de la Grande-Bretagne en première place, c'est pas eux qui vont vouloir envoyer des troupes ou une armée en Tunisie ou ailleurs, parce que il faut toujours regarder l'opinion publique chez soi en disant pourquoi on fait ça. Donc c'est vrai que on a vu le résultat de la guerre en Afghanistan, en Irak, l'intervention en Libye. L'opinion publique britannique n'est pas du tout prête à affronter un nouveau combat, et surtout pas en ce moment. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Par cette évolution institutionnelle en Tunisie, on a vu moins de choses que ça. Je sais qu'ils sont plus préoccupés par la situation en Égypte, pour les liens historiques, que par ce qui se passe en Tunisie, mais les deux sont quand même très liés. Donc ça nécessite nécessairement une couverture médiatique, mais ça intéresse moins les gens que ce qui se passe actuellement en Égypte. Donc évidemment, c'est inquiétant, mais je constate en tant que journaliste qui essaie depuis Paris de suivre un peu ce qui se passe à Tunis, qu'il y a encore, et on les a vus là dans les images, il y a toute une génération de jeunes femmes souvent qui utilisent les réseaux sociaux et qui ont réussi à joindre assez facilement par Twitter et qui parlent et qui donnent des interviews. Et évidemment, en tant que journaliste, et pour moi c'est une question clé, c'est est-ce que je peux donner votre nom, oui ou non? Et toutes les Tunisiennes à qui j'ai parlé cette semaine disaient oui, il faut mettre mon nom. Donc on n'est peut-être pas encore à l'étape que craint Alberto. C'est-à-dire qu'il y a encore un espace pour le débat démocratique. Il y a plusieurs marqueurs, si je peux me permettre. D'abord, il y a le marqueur Ennahda. C'est-à-dire, il y a une crise maintenant
qui a été accentué par qui a été accentué par l'assassinat de Chokri Belaïd, qui a révélé les contradictions de ce mouvement qui va quand même d'une espèce d'extrême droite salafiste incontrôlée et incontrôlable à un social-conservatisme bourgeois teinté d'islamisme de l'autre côté. Donc là, il y a une vraie crise et qui va avoir un impact parce que c'est de la résolution de la crise au sein d'Ennahda qu'il va y émerger peut-être ou pas un gouvernement. La deuxième chose, c'est qu'il y a une opposition. On a souvent dit dans les plateaux qu'il n'y avait pas d'opposition. Il y a une opposition qui est en train de naître. Il lui faut un certain temps parce qu'elle est divisée, parce que on l'accuse de ceci ou de cela, parce qu'elle est gauchiste, parce qu'elle est droitiste, parce qu'il faut faire émerger des leaders qui n'existaient pas pour la plupart dans les 2 dernières années. Donc c'est en train de se faire, mais cette opposition est très divisée, très fragmentée, et donc elle n'offre pas un discours cohérent par rapport à Ennahda qui lui-même n'a pas de discours cohérent. Il y a 2 choses qui vont définir les principes. D'abord, le refus de la violence. Il faut que les partis qui font de la politique aujourd'hui en Tunisie disent on refuse la violence, on refuse l'intimidation, on applique l'ordre républicain. Et la deuxième chose, c'est droit individuel ou droit collectif. Ça, c'est un débat extrêmement compliqué parce que les gens parlent de droit, mais souvent certains d'entre eux pensent droit collectif, droit culturel, droit islamiste, droit... Non, la primauté des droits individuels dans une démocratie. Et ça, je pense, c'est les 2 enjeux en ce moment et c'est les enjeux que la Tunisie est en train de résoudre. Et peut-être, encore une fois, moi je reste encore... optimiste. Je pense que de la Tunisie sortira quelque chose. Alors, ce mois-ci, dans un an, j'en sais rien, mais il faut soutenir cette expérience et il faut soutenir ceux qui veulent la faire aboutir, dans un sens positif. Alors, des dessins autour de cette situation encore bien incertaine, alors que nous prenons l'antenne en ce dimanche. Ici, par exemple, la foule vue par Michel Kishka en Tunisie. On a voté comment abolir une tyrannie. Maintenant, montrons comment on peut construire une démocratie. En effet, ce n'est pas forcément le plus facile. Et puis 2 dessins de dilemme. Une figure de l'opposition assassinée en Tunisie. Il sentait le jasmin, de cette révolution de jasmin. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a en effet été assassiné? Et puis ce très beau dessin de dilemme également. La Tunisie meurtrie. Avec cet assassinat, cette tache de sang qui tombe du drapeau tunisien. Les Algériens sont très inquiets. Il suffit de lire la presse algérienne, c'est très intéressant parce que ils ont très peur qu'à leurs frontières renaisse un foyer islamiste incontrôlé qui pourrait revenir de nouveau comme un boomerang en Algérie. Entre la Tunisie et le Mali, les pauvres. En effet, il y a un environnement qui est très très complexe. On poursuit avec notre C'était hier. À la une avec bien sûr le budget européen qui est un peu la vedette de cette fin de semaine ou de ce début de semaine comme on voudra. Ça se passe à Bruxelles, vous voyez l'Europe qui est ici et qui vit des moments un peu complexes avec, et c'est assez habituel, les leaders européens, ici Madame Merkel, François Hollande, David Cameron, qui ne sont d'ailleurs pas forcément sur la même longueur d'onde entre, pour les uns, forme de recherche d'économie. C'est notamment le cas pour l'Allemagne et pour la Grande-Bretagne, austérité pourrait-on dire, et de l'autre, un certain nombre de pays dits du Sud, même si la France s'y reconnaît bien, avec au contraire ce qui était espéré, c'est-à-dire une économie de croissance, de relance pour sortir de cette austérité. Et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, c'est plutôt la ligne des économies qui s'est imposée, puisque pratiquement pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, eh bien, le budget sera en recul, sera en repli, pour faire face à cette situation. Alors quelques une revue de presse ici dans la presse du Danemark. Morgenavisen nous dit tout le monde a gagné, mais l'Europe a-t-elle perdu? La question n'est pas mauvaise. Die Welt en Allemagne, Merkel et Cameron font passer un budget d'austérité, cet axe entre Londres et Berlin. En Espagne, qui voulait de la relance, eh bien les pays riches l'emportent et on semble le regretter. À la une de notre confrère espagnol. Au Portugal, budget, le gouvernement limite les dégâts à Bruxelles. Oui, chacun, d'une certaine façon, limiter la casse. À la Stampa en Italie, budget européen, ristourne pour l'Italie. Et puis en Grèce, la moitié des Grecs ont les poches vides. C'est un titre intéressant. On pourrait se demander si l'autre moitié a les poches pleines, Alexia, mais tel ne semble pas être le cas. Non, mais alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, on va en parler, mais le sommet européen, pour une fois, a été assez profitable à la Grèce. Alors, effectivement, qui est reparti avec son enveloppe. Qui est reparti avec une enveloppe bien supérieure à ce qu'elle espérait. Le gouvernement espérait 14 milliards d'euros de fonds européens. Elle repart avec 18,3. Donc, c'est assez... Écoutez, mais attendez, ce qu'il faut savoir...
C'est des euros. On nous a dit que c'était des euros. Drachmes. Non, c'est des euros. C'est des euros. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même depuis le début de la crise, ça va faire 4 ans bientôt, mais 3 ans qu'il y a l'austérité. À chaque sommet européen ou chaque Conseil des ministres des finances européens, donc l'Eurogroupe, la Grèce repartait un peu par la petite porte. C'était toujours le premier thème, le cœur des polémiques, le mouton noir de l'Europe. Et ben là, pour une fois, ils repartent assez satisfaits. Ma chère Alexia, nous avons reçu dans des circonstances qui étaient troubles au niveau du budget ou de l'économie de votre pays. Nous sommes tous très heureux ici si pour une fois, vous affichez ce sourire. C'est une bonne nouvelle pour la situation va bien. Que la moitié des Grecs aient les poches vides, c'est une réalité. Non, la paupérisation brutale reste une réalité et elle continue. Le sourire d'Alexia illumine l'Europe. J'aurais pas osé risquer cette formule sur le plateau de Kiosque. Jean Quatremer, qui est un peu notre juge de paix. Qu'est-ce que vous vivez, vous faites de votre pratique journalistique l'essentiel de l'actualité européenne et inversement. Que s'est-il passé exactement à Bruxelles, cher Jean? D'abord, c'est quoi un budget européen? C'est pas juste un budget de fonctionnement. Non. C'est de la redistribution entre pays riches 1%. et pays pauvres. Voilà. C'est-à-dire, il s'agit d'aider les plus pauvres d'entre nous, comme en France, un budget national. Voilà. Parce qu'on parle d'un budget sans savoir très bien à quoi ça sert. Donc c'est une façon de construire une solidarité européenne et donc de montrer que tout le monde est solidaire. Et là, pour la première fois, qu'est-ce qu'on a vu? On vient de vivre 3 ans de crise particulièrement graves. Alexia vient de le rappeler, où on a vu ce que donnait le manque de solidarité entre pays européens. Ce qu'il en sort, c'est qu'il faut davantage de solidarité, il faut davantage de budget, il faut davantage aider les plus pauvres, même en intervenant dans leur économie directement. Et là, on vient de la leçon. Les chefs d'État de gouvernement ont fermé les vannes, ont dit pas question. Et donc, on baisse le budget européen, effectivement, pour la première fois depuis 40 ans. Au moment pour les années qui viennent, pour les 7 années qui viennent, parce que c'est un peu le Gosplan. C'est-à-dire, on s'adapte très bien d'année en année. On fait ça pour 7 ans, comme si dans 7 ans, on savait exactement quelles seraient les conditions économiques. Donc, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, parce que actuellement, dans nos États membres, nous sommes en train tous d'adopter des budgets d'austérité, sauf pour les pays les plus riches. Donc il faudrait qu'à un niveau ou à un autre, on lâche un petit peu les vannes pour faire repartir l'activité économique. Et là, le budget européen, croissance pour ces pays. C'était ça le but. Et finalement, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé, quand je dis on, les chefs d'État de gouvernement, donc de notre Europe, ceux qui décident. Vous avez un grand pouvoir européen, mais pas celui-là. Eh bien, ils ont coupé dans toutes les dépenses de croissance pour sauvegarder les vieilles politiques. Par exemple, la politique agricole commune, mais toutes les budgets qui étaient réservés, par exemple, aux jeunes, aux pauvres, à l'interconnexion des réseaux, des grands travaux d'infrastructure, ce qui préparait notre croissance de demain. Là-dedans, ils ont coupé, ils ont sabré dans toutes ces dépenses-là, les dépenses d'avenir, pour sauvegarder chacun son petit pactole. Et on voyait dans la revue de presse, là, à l'instant, qu'un certain nombre de pays étaient là, ah mon Dieu, regardez, on a sauvé nos intérêts, on retrouve notre argent. Mais si l'Europe, ça se traduit par un simple retour sur investissement, mais ça sert à rien, puisqu'on donne de l'argent qu'on veut récupérer par ailleurs. Mais c'est pas ça l'Europe. Alors, on va justement demander à la Grande-Bretagne, on se souvient, Madame Thatcher, want my money back, et ça n'a pas changé. Non. Y aurait-il de l'euroscepticisme à Londres? Non. C'était pas exactement ce qu'on voulait. Mais soyez à l'aise, vous n'êtes pas diplomate, vous êtes journaliste. C'était pas si mal que ça. On est sorti avec à peu près ce qu'on voulait. Je dis on. La Grande-Bretagne. Cameron est sorti à peu près ce qu'il voulait. Donc, il peut revenir en disant, voilà, j'ai négocié au mieux pour nous, donc raison de plus pour voter pour l'Europe. Parce que je vous rappelle que si Cameron est réélu en 2015, il va demander aux Britanniques d'aller voter dans un référendum pour rester oui ou non dans l'Union européenne, c'est oui ou non. Et lui, il dit pour le moment, je suis pour qu'on reste. Mais ça dépend ce que je peux négocier. Si je peux pas négocier ce que je veux, je changerai d'avis et ce serait non. Donc, mais on sait pas à quel moment il va changer d'avis. Donc là, il est rentré avec quelque chose qui part si mauvais que ça. On s'est peut-être parti dans le bon sens pour lui, mais pour le reste de l'Europe, c'est plutôt mauvais. Mais je reviendrai sur une chose que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la Tunisie, c'est que pour moi, ce qui est malheureux, dans l'Europe, c'est chacun pour soi. Chacun y va pour négocier ce qu'il veut, pour obtenir ce qu'il veut, pour faire plaisir à son électorat, et il s'en fout des autres.
Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour les Britanniques. Malheureusement, pour la France n'a pas vraiment eu ce qu'il voulait. Mais les Britanniques, ils ont eu, mais ils ont pas eu. Le problème pour la croissance, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour la France. D'abord, François Hollande a changé complètement la politique de la France. C'est-à-dire qu'auparavant, Nicolas Sarkozy était totalement du côté de David Cameron. Ça, c'est la première chose. Le problème de François Hollande, c'est qu'il ne voulait pas effectivement un tel budget d'austérité. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre dans la politique française, les Britanniques ont agité leur droit de veto. Vous savez, nous avons aussi un droit de veto. Donc la France aurait pu dire, écoutez, moi je ne peux pas accepter ce budget. Moi je pose, tout le monde a un droit de veto. Donc tous les pays européens auraient pu dire non. Et ils ne l'ont pas fait. Donc la question c'est, qui a du courage politique en Europe? David Cameron a du courage politique pour imposer sa ligne. La France, voilà, il y va. Est-ce que la France, il y a encore quelqu'un à la tête de la France qui a un minimum de courage politique pour imposer le plus d'Europe que François Hollande a réclamé à Strasbourg au Parlement européen? Mais Alberto, pour une fois bien sage, quelque Européen convaincu qu'il soit, va s'exprimer, mesdames et messieurs. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques Outremer. Le moment est triste, c'est un moment délicat. Et je pense que la chose plus grave va au-delà des chiffres. Dans le sens qu'ils auraient pu dire, on a la crise, on doit rester dans ces chiffres, il y a une bonne raison pour réduire un peu le budget européen. Non, la raison pour laquelle ils l'ont réduit est pire que la crise. Ils ont dit, on le réduit pratiquement parce qu'on ne fait pas confiance à l'Europe. On l'a dit par la voix de David Cameron. C'est-à-dire, c'est les tendances de méfiance vis-à-vis de l'Europe qui ont expliqué cette réduction du budget. Donc, le cadre est un cadre profondément négatif. Dans ce contexte, quand même, il y a, je crois avoir une perspective, une double perspective. D'un côté, l'ensemble européen qui est dans une crise profonde. De l'autre côté, la zone euro qui est condamnée par ses propres intérêts à se ressouder. Donc, on aura à l'avenir de plus en plus deux Europes dans un ensemble. Inch'Allah. Donc la question de l'austérité se pose au Canada de la même façon, et il y a des conservateurs qui sont au pouvoir à Ottawa comme à Berlin et à Londres. Donc les conservateurs au gouvernement fédéral n'ont que le mot austérité à la bouche. Sauf qu'il y a une différence importante entre le Canada et l'Union européenne. C'est que l'économie canadienne va bien. Donc, on voit là le volet politique et, si j'ose dire, idéologique de l'entreprise. C'est-à-dire, on veut couper dans le budget parce qu'il faut, pense-t-on, couper dans les budgets. Je pense qu'on sous-estime quand même le contexte. C'est un contexte de crise grave qui dure depuis 2007-2008. Donc il y a une pression politique. L'Europe ne peut pas fonctionner en dehors des pressions politiques. Alors qu'elle soit exprimée par les différents gouvernements qui ont des électeurs, je ne trouve pas ça anormal que la pression soit sur réduction, d'autant plus qu'on demande aux populations elles-mêmes de se serrer la ceinture, de baisser les salaires, d'augmenter les impôts, etc. Moi, je trouve qu'ils arrivent à sortir un deal à peu près potable, on va dire, pour utiliser un mot le plus médiocre. Ils arrivent à sortir un deal en ce moment, ce qui est pas mal. 2, on les disait condamnés il y a 2 ans, ils sont toujours là. 3, on disait que il y aurait plus d'euros, l'euro est toujours là. 4, on disait que la Grèce, le Portugal, l'Irlande allait couler corps et bien et que tout le monde s'en foutait. C'est pas vrai. Il y a encore une activité. Je veux dire, il faut pas être trop. On fonctionne pas en dehors d'un système. Le système, c'est la crise et des gouvernements qui sont élus dans des pays en crise. Et donc, forcément, c'est pas la période la plus joyeuse. La deuxième chose, c'est qu'il y a un Parlement. Vous en parlez pas. Moi, je connais pas bien l'histoire, mais il semblerait que ce Parlement, pour la première fois, a des droits. Il peut s'exprimer, il peut retoquer un budget. Ce Parlement, il représente les Européens. On va voir ce que les partis européens sont en train de, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont répondre aux institutionnels, ce qu'ils vont répondre à Cameron, ce qu'ils vont répondre à Merkel. Moi, je trouve que le débat est au contraire très excitant. Il est en train de se faire. Alors, quand on écoute Diane, on se dit voilà, c'est l'idée européenne. Je vous donne la parole d'abord, Jean, et ensuite vous m'achetez. Sur les contraintes d'austérité, c'est là où je ne partage pas. C'est parce que c'est l'idée que finalement on ne dépensera pas mieux contraintes politiques, voilà. Parce que on ne dépensera pas mieux à 27 que chacun dans son coin. Or c'est pas vrai. C'est-à-dire que si nos chefs d'État de gouvernement avaient le courage de dire que au lieu de dépenser, je sais pas, de financer 27 centres de recherche dans chacun des pays européens, on en faisait un seul gros, ou en tous les cas que ce budget soit géré de façon centralisée. Si au lieu d'avoir 27 industries de la défense, on en avait une seule, etc. Ça permettrait de réduire les dépenses au niveau national et de dépenser mieux. Ça, c'est la première chose. Sur le Parlement,
Parlement européen. Là, vous avez complètement raison. Pour la première fois, ils peuvent retoquer ce budget. Mais vont-ils avoir le courage? Je vous rappelle que dans un an, c'est les élections européennes. Et dans un an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés qui vont voter contre, les gouvernements vont venir les voir en disant mon grand, si tu votes contre, tu ne seras pas sur la liste, tu ne seras pas reconduit. Et là, je peux vous dire que j'ai une grande confiance dans la lâcheté collective de nos députés, qu'ils soient nationaux ou européens, quand il s'agit de sauver sa soupe. Et c'est exactement ça le problème, c'est que tout est politique. Non mais c'est exactement ça. Vous voyez, on avait une idée de l'Europe, on dit on va traiter avec Jean Quatremer, une lâcheté collective. Non mais c'est exactement ça, il y a chacun des échanges politiques, il a commencé par l'Allemagne qui a ses élections au mois de septembre, et que finalement, avec ce qui s'est passé au budget européen, certes la Grèce repart avec plus d'argent, mais au final, on ressort avec une zone euro qui est renforcée. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on le vit en Grèce, depuis 3 ans maintenant, c'est la course à rester dans l'euro. L'euro est fort. L'euro, maintenant, effectivement, se porte bien, mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la crise. Et ça veut dire que les pays, notamment les plus fragiles, qui sont actuellement dans la zone euro, vont particulièrement souffrir pour justement rester dans la zone euro. Et ça voudra dire que maintenant, ceux qui sont pas dans la zone euro, qui sont européens, ils sont peut-être un peu moins européens. Alors certes, les Britanniques ont mis leurs zizanies, mais je comprends pas pourquoi la Suède est moins européenne que les Français ou que les Belges. Et c'est un peu le problème. Et c'est un peu ce racisme européen qui est en train de naître et qui s'est véritablement consolidé à ce sommet d'hier. Il y a eu un accord, déjà, je suis d'accord, un accord c'est déjà énorme parce que c'est pas évident. Et c'est vrai que Tony Blair disait que négocier le budget européen, ça rend la possibilité de trouver une solution pour le problème moyen-oriental beaucoup plus facile. Parce que c'est épouvantalement difficile pour trouver un règlement pour un budget. Donc on arrive à un sujet, à une solution après 24 heures, c'est déjà si mal que ça. La France, on est bien sorti avec le PAC, la Grande-Bretagne est bien sortie avec le rebate qui garde. Mais là où je suis un peu pessimiste, c'est sur 27 centres de recherche qui devient un seul centre de recherche, ça ne marchera pas parce que il va y avoir une bagarre pour savoir qui va l'avoir et où on va le mettre. Et ça ne marchera pas. Voilà. C'est pas d'accord. Philippe des Britanniques. Alberto et Ziad. Le budget européen est le 1% de la richesse produite par l'Europe. Non, c'est pas rien, mais c'est quand même l'ensemble du budget européen pour 7 ans correspond plus ou moins à la moitié du PIB français, c'est-à-dire c'est un chiffre considérable, mais par rapport à l'ensemble de l'Europe, sur 7 ans, c'est pas immense. Or, le vrai problème, à mon sens, aujourd'hui, est à partir de ce qu'Alexia disait, la zone euro. Je pense que l'effort le plus dur pour sauver l'euro a été fait. J'espère ne pas être démenti par les faits. Aujourd'hui, la leçon qu'on doit considérer est que la zone euro, les 17-18 pays à l'avenir de la zone euro, doivent trouver une façon pour coordonner beaucoup mieux leur économie, leur budget public, et à partir de ça, il y aura une dynamique, à mon sens, fédérale, qui peut partir de la zone euro, tandis que le reste de l'Union européenne sera sur un autre chemin. Il y a 2 choses symboliques sur lesquelles je suis d'accord avec Jean. C'est sur certains budgets, c'est proprement scandaleux. Le sabrage d'Erasmus, qui est un des plus beaux programmes européens. Ça n'a pas été sauvé. Quand même. Bon, alors j'ai pas révisé ce qu'il y a, mais et l'autre question, c'est le développement. L'Union européenne avait, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, une politique de développement très importante, en particulier sur le bassin sud, Maghreb, Afrique subsaharienne. Et là, on coupe. Là, c'est bon. Alors, je suis heureux qu'on ait sauvé Erasmus, mais je sais pas combien de temps, parce que le nombre de gens qui deviennent européens grâce à Erasmus est impressionnant. Mes chers amis, il faut suivre ce que font les Canadiens, les conservateurs au Canada. Je veux dire, ils ont aussi coupé dans la recherche scientifique, dans la coopération à l'étranger. Mais ça va tellement mal en Europe que le Canada ne rêve que de ça. C'est de négocier une entente de libre-échange avec l'Union européenne. Ça fait 4 ans qu'ils sont en train de la négocier. Ça traîne en longueur. Et je pense que c'est le droit international qui va faire les frais de cette entente. Et c'est là où ça devient intéressant pour les Tunisiens, je pense, et d'autres Africains. C'est que pour la première fois, l'Union européenne n'est pas en train d'exiger de ses partenaires la ratification du droit social et du droit du travail. Le Canada, contrairement à plusieurs pays, n'a jamais ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail. Le travail des enfants est parfaitement légal au Canada. Et je pense... Non, mais il faut pas rire. Il y a des centaines d'enfants au Québec qui sont blessés dans des accidents du travail chaque année, qui touchent une compensation financière en bonne et due forme. Et on n'en parle pas parce que ça fait rigoler, justement. Personne ne le sait. On pensait que c'était lié à un propos d'ironie. Ce n'est pas du tout de l'ironie. Et on a de la chance parce que
l'année dernière, il n'y a pas eu de mort, mais il y a souvent des enfants qui meurent d'accidents du travail au Québec. Il y a zéro. Donc là, je veux en venir. C'est quand je parle du droit international, c'est que les prochains pays en Afrique qui négocieront des ententes de libre-échange avec l'Union européenne vont dire, écoutez, messieurs, à Bruxelles, pourquoi vous exigez de nous la ratification de tous ces protocoles internationaux, alors que vous venez de ratifier avec le Canada un pays où on fait complètement l'impasse sur le droit social et le droit du travail. Voilà un sujet qu'on doit traiter, effectivement, le travail des enfants au Canada. Absolument. Et vous voyez, je tombe béni. Émission que nous faisons pour nos téléspectateurs, mon cher Jean, mais venez passer de temps en temps et vous verrez qu'effectivement, le sujet est grave. Deux dessins autour de cet accord à minima du budget européen. Ici, Kishka nous montre, il nous montre la chancelière, David Cameron le Britannique et Hollande un peu penaud. Voilà, faisant au mieux pour cacher un budget de misère. Je pense que c'est ce dont il s'agit. Et puis François Hollande, Europe, Hollande cède à l'austérité. Je me déplace, cadeau de chameau, le chameau bien sûr qu'on lui a offert au Mali où il est particulièrement populaire. On poursuit avec une question sociétale. Dans ce kiosque, on parlait de Londres, on parlait de Paris. Eh bien, il se trouve que les parlementaires de ces deux pays viennent de ratifier un texte important, puisque ce texte permet tout simplement le mariage pour tous, dit mariage universel, en d'autres termes, le mariage homosexuel ou le mariage gay à une assez large majorité. D'ailleurs, le vote aura lieu mardi prochain en France, mais pour les Britanniques, eh bien, c'est fait. Avec 400 pour, 175 contre, ce mariage, eh bien, sera désormais possible. Vous voulez voir une revue de presse internationale? Pas de problème. Internazionale en Italie nous dit les gays heureux, jeu de mots sur Happy Gay. À Buenos Aires, en Argentine, le Premier ministre britannique fait passer la loi sur le mariage gay. Pas un mot sur la France, comment, mais pourtant c'est adopté. Au Royaume-Uni, The Independent nous dit mariage homosexuel. La Chambre des communes a dit oui. Toujours en Grande-Bretagne, Cameron essuie une large révolte sur le mariage gay dans sa formation politique. Cameron en porte-à-faux avec son parti après le vote historique sur le mariage gay. Donc je rappelle, si vous n'avez pas suivi, si vous n'étiez pas sur la planète Terre, merci mon cher Ziad, que en France, la France et la Grande-Bretagne, on peut quand même traiter des questions sociétales dans cette émission. Voilà. On a parlé d'un sujet très grave au Canada avec le travail des enfants. Donc que l'on vient de découvrir, cher Michel Arsenault. En Grande-Bretagne, on a le sentiment que ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'en France. C'est vrai. Et on ne comprend pas ce qui se passe ici, d'ailleurs. On trouve ça assez rigolo. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent, mais comment ça se fait que les Français sont tellement anti-mariage gay, mais il faut vivre avec son temps. Vous êtes en train de regarder dans le rétroviseur, dans le nombril, pour retourner aux années 50. Et c'est pas comme ça qu'on va faire avancer la société. Donc, allons-y, votez oui. Bon, c'était pas parfaitement bien passé en Grande-Bretagne. Cameron se trouve dans une situation un petit peu difficile parce que il a plus de gens dans son propre parti qui ont voté contre, alors que lui, il était pour. Mais c'est les autres partis, les travaillistes et les libéraux-démocrates qui ont voté pour aussi. Donc la législation est passée. Et à mon avis, ça passera lors de la lecture dans les chambres des Lords. Donc c'est un fait acquis. Déjà, le PMA et l'adoption aussi sont autorisés en Grande-Bretagne. Donc on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe en France quand on entend un Premier ministre britannique de droite qui dit accepter le mariage gay, ça va renforcer la société, c'est une bonne nouvelle pour la modernisation de notre pays. C'est pas du tout le même discours des gens de droite en France. En Italie, autre pays européen, on va... Vous savez que l'Italie est la banlieue du Vatican. Non, en Italie, il y a une telle influence de pouvoir religieux sur le pays. Mais l'Espagne a une église également très forte, et pourtant l'Espagne reconnaît le mariage homosexuel. Le Vatican et Rome n'est pas c'est un peu vrai, oui. Non, je comprends bien avec Alberto. Ceci dit, même Berlusconi, de cette conférence de presse, a dit que la tendance doit être celle de reconnaître de droit au couple homosexuel. Non, aujourd'hui, dans la société réelle italienne, l'idée qu'il faut au moins un Pax est présente. Mais en Italie, il n'y a même pas le Pax. Mais la Cour de cassation italienne, il y a 15 jours, a rendu un arrêt de principe qui reconnaît le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. C'est-à-dire que les juges sont plus en avance que les... Pour un couple. Pour un couple, c'est vrai. C'est ce qui ne fait pas la loi. Voilà, il fait pas la loi. Jean, vous vivez en Belgique où là, le mariage est entré dans les mains. Vous savez, je crois qu'il faudrait aussi souligner, pour la Grande-Bretagne, où sont les manifestants
anti-gay. Je veux dire, il faut voir. Non, en Grande-Bretagne. Le visage que la France a envoyé au monde, c'est quand même celle d'une France moisie et réactionnaire. Je le dis et le redis. Parce que, en Grande-Bretagne, on n'a pas vu des gens dans la rue en disant un papa, une maman, un enfant. Personne n'a défilé. En Belgique, le mariage homosexuel est passé il y a 10 ans et la loi sur l'adoption, etc., est passée il y a 7 ans. Personne n'a été manifesté. Je veux dire que c'était considéré comme étant un progrès dans les droits. Pourquoi? Parce que simplement, le droit au mariage n'enlève aucun droit aux hétérosexuels. Le fait que donc c'est du vrai libéralisme, si vous voulez. On reconnaît des droits à quelqu'un, on reconnaît des situations de fait, mais ça n'enlève aucun droit, ça ne touche pas vos droits. On ne va pas vous obliger à épouser un homme. Bien sûr, non. Il y a eu, quoique, en France, il y a eu 2 choses assez frappantes. D'abord, on pensait pas que l'Église française allait se mobiliser comme elle s'est mobilisée contre le projet de loi. Ils ont quand même ramené les ouailles en sonnant le tocsin. Je veux dire, ça, c'est impressionnant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça en France. Et la deuxième chose, excusez-moi, je trouve qu'on a une droite bête qui est tombée dans un piège. Ils ont fait de cette histoire un débat politique et idéologique. Donc c'est pas fini d'ailleurs. Oui, on a eu droit à cette espèce de délirium au Parlement, etc. Et je rappelle juste, le seul bonheur que moi j'ai sorti de tout ça, c'est que je vis dans une démocratie où ce genre de problèmes peuvent être évoqués et être résolus dans un parlement avec des journaux, des opinions, etc. Et que dans 80% des pays du monde, c'est pas du tout le cas. L'homosexualité est pénalement réprimée dans un certain nombre de pays, en particulier je pense à l'Afrique, mais c'est pas les seuls. Alors le mariage, c'est notre planète. Donc je veux dire, il y a aussi, encore une fois, je reviens à ce que je disais sur l'Europe, je pense que des fois on oublie le luxe des sociétés dans lesquelles on vit. C'est-à-dire c'est des débats extrêmement complexes sur le plan humain qui sont gérés par des processus démocratiques qui aboutissent à un texte et tout le monde se dit bon, s'il vous plaît, on regarde du côté du Canada ou du Québec. L'état de cette question. D'abord, il y a le mariage gay depuis 8 ans au Québec. Ça n'a rien changé. Il fait toujours aussi froid l'hiver. Ça n'a rien changé. Mais ça me semble évident que ce sujet met en évidence la principale différence encore aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne. C'est le rôle de l'État. C'est-à-dire que en France, l'État, et c'est ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est la liberté guidant le peuple, c'est une femme au sein nu qui prend les devants de la manifestation et qui dit à la nation tout entière, suivez-moi. Alors que l'État en Grande-Bretagne, c'est le type qui passe avec le balai à la fin de la manifestation. Ce que je veux dire, c'est que la société civile en France est beaucoup plus faible qu'en Grande-Bretagne, que le débat sur ces questions-là a été beaucoup plus vif en Grande-Bretagne qu'en France. L'Église anglicane discute d'homosexualité depuis des décennies. Alors, on n'a pas vu ça en France. Ce qui fait que tout ce que font les conservateurs aujourd'hui aux communes à Londres, c'est simplement codifier un usage qui est en réalité déjà entré dans les mœurs. Alors qu'en France, il n'y a pas eu ce débat-là. Les associations gays sont beaucoup plus faibles et l'État essaie de tirer des gens qui n'ont pas envie de se faire bousculer. Dans la culture anglo-saxonne, le droit individuel, son propre droit à vivre comme on veut vivre, c'est très important. Donc les Anglais, si c'était vrai, en Espagne, il n'y aurait pas de mariage. Juste une chose sur la différence. Juste une chose entre la différence entre l'Église anglicane, donc anglaise, et l'Église catholique. On n'aura pas le droit de se marier dans l'Église en Grande-Bretagne pour la simple raison que on veut pas laisser le choix à l'Église, oui ou non, on marie pas. Donc ils ont dit pas de mariage dans les églises. Comme ça, les gens qui voulaient se marier, qui n'ont pas eu l'autorisation du prêtre, peuvent pas porter plainte contre l'Église. Donc c'est non pour l'Église. Donc, mais on peut se marier, il n'y a pas de problème. Mais la différence, c'est aussi le fait qu'un président de la République française, candidat président en campagne électorale, a fait du mariage gay l'un des points fondamentaux de son programme. Oui. Donc c'est devenu un objet de débat politique, de confrontation politicienne. Qu'en est-il de cette autorisation en Grèce? Écoutez, en Grèce, ils arrivent déjà, mais ils sont même pas capables de construire une mosquée. C'est pas pour faire un mariage gay. En Grèce, l'Église et l'État sont pas séparés. C'est pas un État laïque. Et donc non. En plus, c'est très tabou, même pour les. Non. Attends. L'Église. Non. L'Église, oui, c'est dans la Constitution. Ils n'avaient pas d'impôts, les églises. Mais c'est plus grands propriétaires terriens. Ce n'est pas tout à fait le thème que nous abordions. Mais enfin, je vous remercie de votre ça reste pourtant l'Église qui met son veto sur beaucoup de choses. Alors, attends, ce qui est intéressant, mais Ziad, on va pas reparler de la Tunisie, d'accord? Et pourtant, il y a beaucoup de gays qui vont en Grèce pour passer leurs vacances. Notamment des Britanniques, très chers. Voilà, exactement. Ce qui est intéressant, non, mais c'est bien. Non, mais ce qui est intéressant, mais c'est ça.
mais c'est exactement ça. Écoute, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça aurait pu être un argument pour attirer du tourisme en Grèce. Et d'ailleurs, un maire l'a fait il y a 2-3 ans. 3 ans même, donc on n'était pas du tout au débat sur le mariage gay en France. Dans une toute petite île au-dessus de Rhodes, qui s'appelle Tylos. Et il a proclamé un mariage gay entre deux personnes. Forcément, il s'est fait limoger. Mais c'était intéressant parce qu'il a soulevé un débat. Ça reste quand même très tabou en Grèce. On est quand même en Europe. L'Église est très présente, certes, mais ça reste dans la société tabou. Donc ça n'a rien à voir forcément avec l'Église. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre de débat reste dans l'Hexagone et s'étale pas. Dans la presse grecque, on en a beaucoup parlé. Mais on a surtout parlé des amendements, des 5000 amendements qu'il y a eu au Parlement français et des clichés. Le fait que l'homosexualité soit associée avec la polygamie, avec la pédophilie, enfin, c'est quand même la zoophilie aussi, c'est quand même assez très loin. Pas mal de choses. Venez en Grèce, on parlera des philosophes. Nous irons. Alors, dessin de dilemme. Christiane Taubira, la ministre française de la Justice, la nouvelle égérie des homos. Pour elle, je suis prêt à devenir hétéro. Et pas que des homos, parce que Christiane Taubira a explosé. Ça restera comme la Badinter des années du XXIe siècle. Tout à fait exact. Impressionnant. Du début de mandat de François Hollande. Voilà. Je vais poursuivre, quoi que vous puissiez lire sur ce plateau, je vais poursuivre avec la rubrique C'était il y a. C'était il y a tout juste 250 ans, pardon. C'était le 10 février 1763, au terme d'une guerre de 7 années. Eh bien, là, notamment la France et la Grande-Bretagne paraphaient une sorte d'accord. Alors, on ne reparlerait pas aujourd'hui d'un tel traité, je vous le disais, vieux d'un quart de millénaire, si parmi les attendus de ce traité, il y avait tout simplement une sorte de distribution mondiale des parlers ou des influences politiques. C'est le cas notamment avec le Canada. Pourquoi parle-t-il majoritairement anglais et plutôt que français? Eh bien, on vous explique. Le 10 février 1763, le traité de paix signé à Paris entre la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France met fin à la guerre de 7 ans. Une guerre marquée par des batailles terrestres et navales aux 4 coins de la planète, une première guerre mondiale en somme. Le traité consacre la domination des Britanniques sur l'Inde et met fin à la présence de la France au Canada et en Louisiane. L'Amérique du Nord devient anglo-saxonne. Depuis la première moitié du XVIIIe siècle, la rivalité entre les deux grandes puissances coloniales européennes n'avait fait que croître. En Amérique, autour des Grands Lacs, les escarmouches entre Français, Britanniques et leurs alliés autochtones se multiplient. Officiellement, cependant, la guerre ne commence en Europe qu'en 1756 lorsque la Prusse envahit la Saxe. Par le jeu des alliances, deux coalitions vont alors s'affronter, l'Angleterre et la Prusse d'un côté, la France, l'Autriche, la Suède, la Russie et plus tard l'Espagne de l'autre. Sur les mers, la supériorité de la marine britannique s'affirme rapidement. Livrées à elles-mêmes, les colonies françaises tombent les unes après les autres. Au Canada, Québec est emporté en 1759 et Montréal capitule 1 an plus tard. En Europe, la situation s'enlise, l'épuisement militaire et économique conduit les belligérants à ouvrir des négociations dès 1761. Mais il faudra 2 ans et l'entrée en guerre de l'Espagne pour parvenir à la paix. Le traité fait perdre l'essentiel de son premier empire colonial à la France, ne lui laissant que l'île de Saint-Pierre et Miquelon en Amérique du Nord et 5 comptoirs en Inde. Paris conserve toutefois Saint-Domingue et récupère la Guadeloupe et la Martinique. Pour les contemporains, l'échange des îles à sucre contre les quelques arpents de neige que constituait le Canada selon Voltaire est célébré comme un succès diplomatique. Michel Arsenault, on comprend pourquoi le français est une langue minoritaire au Canada, largement majoritaire au Québec, que nous saluons. Vous saviez? Oui, je savais. Mais vous savez, c'est pas un anniversaire qu'on va fêter ça au Québec. Ce qu'on commémore au Québec, c'était il y a quelques années, c'est 1759, parce que c'est la guerre des 7 ans. On la voit plutôt du point de vue. À l'époque, on aurait dit canadien, donc au sens de québécois aujourd'hui, parce que la principale bataille chez nous a lieu à Québec, donc sur les plaines d'Abraham, qui est aujourd'hui un parc national à Québec. Mais c'est une date importante parce que donc c'est la fin de ce qui a peut-être été la première guerre mondiale, parce que ce qu'on a, c'est deux empires coloniaux, la France et la Grande-Bretagne, qui s'affrontent sur
tous les continents. Et après le traité de Paris, donc il y a une explosion du commerce et particulièrement de la traite négrière. Et donc alors qu'il y a eu une accalmie dans l'esclavage jusqu'en 1763, après ça explose. Et donc il est beaucoup question d'esclavagisme dans la foulée. On a laissé tomber très froidement les Français du Québec. Ben froidement, le mot est juste parce que donc pour Voltaire, c'était quelques arpents de neige. C'était Louis XV qui ne s'intéressait pas beaucoup au Canada, mais il faut dire les choses clairement. Je veux dire, les économies qui rapportaient, c'était les économies esclavagistes, donc Saint-Domingue, Haïti, quoi, la plus riche de toutes les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Et cet abandon reste encore présent dans la mémoire québécoise. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quand je vais au Québec. On parle avec les gens. Oui, je me souviens. Ouais. Et je me souviens notamment de cet abandon. On peut pas vraiment compter sur nous. Ce qui est pas faux. Ben oui, mais c'est en même temps un petit peu folklorique. D'ailleurs, l'origine de Je me souviens fait débat. En fait, je me souviens, oui, d'accord, mais je me souviens plus pourquoi. Je me souviens plus de quoi, parce que en réalité, il y a débat sur le sens, sur l'origine de cette devise, qui est la devise officielle du Québec. Alors Michel, on va regarder du côté de la perfide Grande-Bretagne, qui était encore dans ce coup-là. Est-ce que ce 250e Est-ce que ce 250e anniversaire marque quelque chose dans la mémoire de votre beau pays? Je pense que oui, et en même temps, on se pose une question, c'est quel est l'avenir de la puissance royale au Canada? Est-ce qu'à la fin de la reine d'Élisabeth II, il y aura toujours le roi ou la reine future de Grande-Bretagne qui sera le monarque de Canada? Et là, on se pose la question, je pense qu'on va plutôt vers un non. Je pense que il y a beaucoup de gens, je sais pas ce que Michel en pense, mais il y a beaucoup de gens au Canada qui commencent à dire maintenant ça suffit, maintenant il faut qu'on devienne complètement indépendant. C'est vrai que la reine d'Angleterre est le chef d'État du Canada, rappelons-le. Alors que nous on est au Canada, je trouve ça quand même un peu stupide. Mais c'est vrai que il faut voir avec William, donc le successeur de Charles, qui lui sera un jour roi, qui a quand même une grande popularité. Si lui arrive à tenir le coup pour que ça se maintienne. Les conservateurs au pouvoir à Ottawa, en revanche, aiment beaucoup la reine. Ils ont même rebaptisé l'aviation. Mais une république interdirait le travail des enfants au Québec. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est encore la faute des Britanniques qui travaillent des enfants. Historique, on parle des Français et des Anglais qui ont été en fait les deux seules nations globales de l'histoire jusqu'à l'arrivée des Américains, qui sont un produit, j'allais dire, pour utiliser un mot anglais, un byproduct d'ailleurs des deux autres. Mais l'Angleterre et la France seront les deux empires globaux jusqu'en 1950, la fin de la décolonisation. Les deux derniers empires coloniaux, c'est la France et la Grande-Bretagne, et ça vient jusqu'à nos portes. Qu'est-ce que tu fais du Portugal? Ça n'a rien à voir. L'Angleterre, non, l'Angleterre est sur tous les continents, la France est sur tous les continents. Après, il y a le Portugal. Oui, mais c'est pas les mêmes. Je suis d'accord avec toi, il y a aussi l'équilibre. Une chose importante quand même, qui regarde aussi directement l'histoire française, c'est-à-dire, c'est suite à la guerre des 7 ans, les colonies britanniques aux États-Unis d'Amérique, les 13 colonies, n'ayant plus rien à craindre de la présence française au Canada, corrigez si je me trompe tout le temps, on développe une conscience nationale, et le début, les origines de la guerre civile d'indépendance, pas civile, la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique sont en effet dans le traité de Paris. En fait, on a été vengé quelques années plus tard par cette perfide Albion. Il reste quelques jours pour montrer votre livre, Méfiez-vous des poètes. Intervient du côté des indépendantistes américains avec toute une série de frais qui seront payés par le budget français, mais compte tenu qu'il n'y avait pas le pacte de stabilité européenne, la France, les finances de l'État français... Ça m'aurait étonné qu'Alberto ne fasse pas cette synthèse historique. Votre livre, Méfiez-vous des poètes, belle mise en garde, qui nous renvoie à cette époque. Tout à fait, ça se passe dans la foulée de la guerre des 7 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, on aurait pu en dire davantage. Bravo pour votre concision. Merci à vous pour ce tour d'horizon sur l'actualité de la semaine. Je vais montrer ce petit kiosque dont la photo a été prise à Rangoon, en Birmanie, ici. Et puis j'en profite, puisque nous évoquons l'Asie, pour souhaiter une excellente année à nos téléspectateurs asiatiques. On entre dans l'année du serpent. Vous me disiez, Ziad, c'était toujours une année historiquement importante. Alors, Twitter n'étant pas une source, mais
j'ai lu sur Twitter que le 11 septembre, c'était l'année du serpent, la chute du mur de Berlin, c'était une année du serpent, etc. Et moi, je fais un petit coucou à mes amis burkinabés en leur souhaitant de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, voilà, un engagement personnel. On en reste là pour cette édition. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les sites de TV5 Monde. Nous sommes friands de vous lire. Nous allons commencer cela dans quelques secondes. Merci pour votre fidélité. On se retrouvera ici même la semaine prochaine pour un autre regard sur l'actualité de la semaine.